pouvoir passer la parole euh, à David Garcia donc pour son article Quand les médias se moquent du monde, en commençant par une petite, voilà, juste une petite question et puis permettre de faire sa présentation. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions dans le fil de discussion et puis ensuite, il y aura une place au débat, bien sûr, hein, après la présentation donc, de David. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'article parle de la faiblesse euh, de la part de la faiblesse des informations au niveau international, mais aujourd'hui, l'ouverture quotidienne des journaux traite du conflit en Ukraine. Est-ce que cela ne vient pas un peu contredire justement votre article ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Voilà. Bonsoir à tous. Merci aux amis du Monde Diplo de Rennes pour leur invitation. C'est la deuxième fois, c'est toujours un plaisir. Et c'est la deuxième fois en visioconférence. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai. Donc, effectivement, ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, comme chacun d'entre vous, évidemment, ça a été un choc. Et en pensant à la conférence de ce soir, effectivement, je me disais, bon, à première vue, ça pourrait un peu contredire l'article. On pourrait se dire, bon, il est gentil, David Garcia, mon diplôme, mais bon, là, tous les médias de presse écrite, la radio, les télévisions parlent de l'Ukraine, parlent de l'international. Bon, d'ailleurs, quand on interroge les journalistes comme je l'ai fait, ils disent toujours qu'ils font en fonction de l'actualité, qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Donc, ça pourrait se dire, ça contredit. Sauf que cette situation, moi, elle me rappelle, quoique de façon très exacerbée, la couverture de la chute de Kaboul. Parce qu'au moment où je faisais mon enquête, c'était où je terminais, c'était à l'automne, l'hiver, quand j'interrogeais les responsables des rédactions audiovisuelles, ils me disaient, mais attendez, vous nous dites que nous ne couvrons pas assez l'international ou de façon biaisée, approximative, mais regardez Kaboul, on a bien couvert. C'est notamment TF1, la direction de la communication et d'autres, France 2. Ils me disaient, on a la couverture. Effectivement, j'ai vérifié et ils ont bien couvert, c'est-à-dire les médias ont bien couvert. Ils ont bien couvert parce que ce sont des événements. Dans le jargon journalistique, un événement, c'est quand se produit un événement majeur. Alors, ça peut être un événement, ça peut être une catastrophe, un tremblement de terre, une catastrophe naturelle, ou dans l'ordre plus politique, dans l'ordre plus diplomatique, le déclenchement d'une guerre ou la fin d'une guerre ou la chute de Kaboul. Mettait un terme à 20 ans d'occupation américaine. Bon, ça a été amené, mais tout d'un coup, il y a un déferlement médiatique. C'est-à-dire que les médias ne parlent plus que de Kaboul. De même qu'au moment où les États-Unis ont lancé leur opération après le 11 septembre, cette guerre éclair a été couverte, très couverte, surcouverte. Mais entre les deux, il ne s'agit pas de dire que l'Afghanistan n'a pas été couvert, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une couverture à éclipse, parce que ce n'était plus un événement. Si bien que, à la limite, on pourrait se dire qu'un téléspectateur, un auditeur, entre ces deux événements, finalement, il pourrait se dire, mais il n'a pas été tellement bien informé. Je ne parle pas des lecteurs du Monde Diplo qui lisent tous les mois et qui ont les détails, parce que les médias, surtout les grands médias, ceux qui font de l'audience, ils s'intéressent aux événements. Donc, pour en revenir à l'Ukraine, l'Ukraine est très couverte. Moi, j'ai regardé BFM, j'ai écouté France Inter, on ne parle que de ça. Il y a eu une gradation, donc on en parle, certes, mais ce sont des événements. Et moi, ce que j'ai analysé au cours de la dernière année, c'est que les événements sont montés en épingle. Donc, il y a l'Ukraine, il y a aussi, je cite dans l'article, l'ouragan Ida sur la côte est des États-Unis, qui a fait une cinquantaine de morts, mais bon, ça fait des belles images. Évidemment, il y a eu aussi, enfin, je dis évidemment, on pourrait penser peut-être que tout le monde n'a pas suivi, mais il y a eu une éruption volcanique dans les îles Canaries. Donc, il y a eu une grosse couverture. Hein. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il y avait quasiment un sujet tous les 2 jours dans le 13h, dans le 20h, France 2, France 3, etc. etc. Donc, ce sont des événements parce que ça fait des belles images. N'oublions pas, la télé, c'est des images. Et le public serait friand de cette actualité-là.
Bon, mais passé ces événements, encore une fois, on n'en parle pas. Alors, sur l'Ukraine, je fais quand même une petite parenthèse spécifique à l'Ukraine. C'est difficile de ne pas en parler, même si je ne vais pas aller trop loin, puisque donc un chercheur va venir s'exprimer sur l'Ukraine. Et lui, c'est un spécialiste de l'Ukraine, ce que je ne suis absolument pas. Sur l'Ukraine, pour ne pas parler seulement de la place, dans l'article, je parle de la manière dont est traité, dont est couvert l'actualité en lien avec la Russie. Ce qui est certain dans cette affaire, c'est que vous l'aurez noté, c'est qu'on ne peut pas dire que les médias ont fait preuve d'une parfaite impartialité, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Dès que ça touche à la Russie ou à la Chine, bon, en gros, les médias occidentaux, on pourrait dire aussi les médias d'autres pays, il ne s'agit pas de dire, mais intéressons-nous aux médias français. Les médias français ont l'habitude de relayer la position officielle, la position du Quai d'Orsay, la position du gouvernement. Quand la France est hostile à une guerre américaine, comme en 2003, les médias, majoritairement, sont contre la guerre. Voilà. Je pense que là-dessus, il y a eu un consensus national du monde diplo à tous les médias. Là-dessus, bon, voilà, tout le monde a salué le discours de Villepin, etc. Le problème, c'est que quand la France fait la guerre, comme par exemple au Kosovo, parce qu'on parle beaucoup de l'OTAN, des enjeux autour de l'OTAN, la guerre de l'OTAN en 1999 était une guerre parfaitement illégale, puisqu'il n'était pas encadré par l'ONU. L'OTAN ne peut pas faire la guerre en tant que telle. Donc là, les problèmes de légalité embarrassaient moins les médias français. Et on a eu un déferlement belliciste de tous les médias dominants. Dans mon article, je cite Christine Ockrent, je ne la cite pas sur cette affaire-là. Christine Ockrent, dans toutes ses émissions, elle était pro-OTAN, il fallait bombarder. Bon, bien sûr que Milosevic et le gouvernement serbe a perpétré des massacres au Kosovo, on le sait, il y a eu aussi beaucoup de fake news à l'époque, mais on a même eu une Christine Ockrent qui est censée être une référence en matière de politique étrangère comme journaliste, interviewée par une télévision américaine qui disait il faut soutenir l'OTAN, l'OTAN c'est le camp de la démocratie, des droits de l'homme, on est avec vous, on est avec les États-Unis. Donc voilà, une journaliste qui sortait largement de son rôle de journaliste, qui a enfilé son treillis. Dans le cas de la Russie, même si il paraît un petit peu difficile aujourd'hui, compte tenu de l'émotion légitime, d'avoir un discours un peu nuancé. Évidemment, il ne s'agit évidemment pas de défendre, de cautionner l'invasion de l'Ukraine. Là-dessus, je pense que personne n'est pour la guerre, on sait qu'il y a déjà des morts, etc. Mais enfin, il n'est pas non plus interdit, et on peut considérer que le rôle d'un média est d'éclairer le public, d'éclairer les lecteurs, et d'essayer d'expliquer comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Et le Monde Diplo a publié, c'était en 2018, une série d'articles sur la manière dont le camp occidental a étendu son influence via l'OTAN, toujours plus à l'est vers la Russie. Et le Monde Diplo a été un des rares journaux, je crois le seul d'ailleurs, à documenter son article en s'appuyant sur des archives. Ce sont des archives qui démontrent que les dirigeants américains de l'époque, c'était George Bush senior, et son ministre des Affaires étrangères, avait promis à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est. C'est le titre de l'article. Je dis ça parce qu'il y a eu contestation sur France Inter, notamment Pieraski a dit que ce n'était pas vrai, que c'était fake news. Effectivement, il n'y a pas eu d'engagement écrit. Il n'y a pas eu d'engagement écrit de la part du camp occidental, c'est vrai, mais il y a eu des engagements oraux qui sont documentés, il y a des archives, et curieusement, les médias n'en parlent jamais. Encore une fois, il ne s'agit pas de soutenir la guerre, d'avoir l'air d'exonérer Vladimir Poutine de ses responsabilités. Ce n'est pas ça, mais Vladimir Poutine est réellement présenté comme une sorte de Dark Vador. Voilà, c'est un personnage de bande dessinée. Oui, Poutine est un autocrate, ça, on le sait bien, c'est un oligarque. Enfin, il a beaucoup d'amis oligarques, mais il n'est pas le seul. Emmanuel Macron aussi a des amis oligarques. Bernard Arnault est un oligarque, mais ce terme n'est jamais employé quand il s'agit de Bernard Arnault et d'autres. Il est employé pour les Russes. Il y a aussi des oligarques en Ukraine, d'ailleurs, même si c'est le pays qui a été agressé. Le régime ukrainien est loin d'être un exemple en matière de démocratie. Donc, la contextualisation, il n'y a jamais cette contextualisation. Et si on regarde la manière dont ont été interrogés les candidats à la présidentielle sur l'Ukraine, on retrouve toujours cette caricature. Soit dit en passant,
on pourrait aussi me faire le même reproche sur le thème, vous avez écrit que les médias ne parlaient pas de l'international. Il y a une émission qui a été diffusée juste au moment où sortait l'article, même si on l'a su un petit peu avant, c'est dans l'air. C'est dans l'air, c'est l'émission quotidienne sur France 5 qui, depuis quelques semaines, je crois, ils ont interrogé tous les candidats. Donc, c'est tout le dimanche soir à 20h30, donc c'est sur France 5. Donc, on pourrait dire, vous voyez bien que les médias en parlent. Certes, France 5 est une grande chaîne, mais ce n'est pas non plus un média aussi grand public que TF1 et France 2. Peut-être que j'ai l'air de pinailler, mais pas complètement. Si on regarde l'offre de France Télévisions, je mets de côté Arte, qui a un statut à part. Hein, c'est le service public, mais c'est un statut à part. Le service public audiovisuel, c'est France 2, France 3, France 5 et aussi le canal 27, c'est l'information continue, mais pour les canaux, disons, généralistes, s'il y avait une volonté réelle de respecter le cahier des charges du service public qui prévoit d'éclairer le public sur les questions internationales, alors il faudrait peut-être mettre ces débats à une heure de plus grande écoute. Pourquoi pas un jeudi soir avec Léa Salamé? Pourquoi ne pas faire une émission ou une heure consacrée aux questions internationales? Donc, ceci étant, il y a eu un effort qui a été fait par France 5, il faut le dire, ce ne serait pas honnête de le souligner. Après, si on regarde dans le détail sur le mode de traitement, j'ai regardé tous ces débats, hein, donc c'était 1 heure par candidat. À nouveau, on retrouve, il faut dire qu'il y a des émissions qui sont plus caricaturales que celle-ci. Caroline Roux, j'allais dire, n'est pas aussi caricaturale qu'Yves Calvi. Elle ne coupe pas la parole à ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Il faut lui reconnaître, elle respecte, elle laisse s'exprimer les gens. Et j'allais dire, voilà, vous me direz peut-être que c'est un manque d'ambition. C'est déjà pas si mal quand on voit le panorama général des médias du. Il n'en demeure pas moins que les candidats ne sont pas interrogés de la même manière. Si on compare la manière dont est interrogé Yannick Jadot ou Mélenchon, c'est pas la même chose. Yannick Jadot, lui, il est atlantiste. Il pense qu'au nom des droits de l'homme, il faudrait bannir un certain nombre de pays. Il en oublie. Certains, il met plus l'accent sur la Russie et la Chine et moins sur l'Arabie Saoudite, qui est un allié des Occidentaux. Encore qu'il en parle, bon. Donc là-dessus, quand c'est Yannick Jadot qui parle, il est quand même pas tellement relancé par les journalistes. Par contre, quand c'est Mélenchon ou un petit candidat, comme Nicolas Dupont-Aignan, candidat souverainiste de droite, voire d'extrême droite, voilà, loin de moi de défendre ce candidat, mais enfin, pourquoi serait-il à chaque fois quasiment harcelé de questions et puis avec un ton condescendant, méprisant, peut-être parce que c'est un petit candidat. Quand c'est Éric Zemmour, là, pareil, il est beaucoup plus asticoté, et quand c'est Mélenchon aussi, quoique j'ai trouvé quand même pendant cette campagne qu'il était peut-être un peu moins bousculé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est son statut de principal candidat de gauche, donc je ne sais pas. Mais enfin bon, quand même, si on pense à l'émission de France 2, là je quitte France 5, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'émission du jeudi soir avec Léa Salamé et Thomas. Non, c'est plus Thomas Soto, puisqu'il a été remplacé pour des raisons déontologiques. Là, il y a quand même un traitement tendancieux et particulier. Quand on voit les questions que Maryse Burgot pose à Mélenchon, Maryse Burgot qui est un grand reporter sur Poutine, justement, la première question c'est pourquoi vous ne dites pas de façon explicite que Poutine est un autocrate? Alors, voilà, et tout tourne autour de ça, comme si Mélenchon pouvait avoir une once de sympathie, de complaisance. Simplement, Mélenchon essaie d'avoir un argumentaire complexe en expliquant les enjeux autour de l'OTAN. Et puis, on lui renvoie son anti-américanisme forcément primaire, parce que vous savez, anti-américanisme, c'est toujours primaire. Ce n'est pas secondaire, c'est pas tassé, forcément primaire. Surtout quand ça vient de la gauche. Voilà. Donc, bon, là, je sens que je suis en train de dépasser mon temps de parole, je crois. Je ne parle que de l'Ukraine, mais voilà. Donc sur l'Ukraine, pour résumer, oui, il y a un traitement, mais c'est un traitement événementiel. Bon, évidemment, chacun d'entre nous, on souhaite tous que cette guerre se termine le plus vite possible et fasse le moins de morts possible. Mais malheureusement, si cette guerre venait à s'embourber, il y a fort à parier que les médias en parleraient moins. N'oublions pas que l'affaire du Donbass, cette espèce d'état de guerre larvée durait depuis 2014. Depuis 2014, il y a eu un cessez-le-feu. Bon, on ne peut pas dire que les médias en parlaient beaucoup. Entre 2014 et 2022. Et d'ailleurs, c'est peut-être un détail, mais on parle toujours du Donbass, mais il y a une autre république autoproclamée qui est la république de Lougansk. On parle, les médias, je ne sais pas pourquoi les médias ne parlent que du Donbass, mais il y en a une autre. Bon, les intéresse moins, enfin, je dirais que c'est un détail. Mais
Là, depuis quelques mois, oui, on a plus de reportages sur ce qui se passe là-bas. Bon, sur le point de vue russe, je trouve, et quand même le point de vue des Russes du Donbass est moins documenté que le point de vue ukrainien. Mais voilà, donc évidemment, je ne souhaite pas que ça se prolonge, mais il y a fort à parier, encore une fois, que si le conflit s'embourbe, on en parlera beaucoup moins, quand on ne parlera plus d'un événement. Alors, c'est vrai que dans ton article, tu as enquêté aussi sur ce phénomène de la dégradation un petit peu du traitement de l'information nationale, on va dire presque en partant d'un point, enfin d'un journaliste qui s'appelait Claude Sérillon, pour les plus anciens, peut-être qu'ils l'ont connu, peut-être les plus jeunes ne le connaissent pas, mais je ne sais pas si c'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu le point de départ où il y a eu un moment, une volonté peut-être de traiter différemment les sujets internationaux, peut-être. Et donc, l'expression que j'emploie dans l'article, c'est que c'est un point de bascule dans la manière qu'a eu, à partir de cette époque, qu'a eu France 2 notamment, de traiter l'international. En fait, il y a deux points de bascule. Bon, le premier point de bascule vraiment principal, c'est 87, c'est la privatisation de TF1. Donc, en 87, TF1 est privatisé. Bon, il ne faut pas non plus dire qu'avant la privatisation, les médias publics étaient vertueux au sens où ils traitaient. Je vous dis ça parce qu'on a reçu un courrier au Monde Diplo d'un ancien journaliste de la BBC, alors c'est un journaliste suisse, et qui lui, nous faisait part, il disait oui, je suis d'accord avec l'article, mais quand même, il disait, mais dès les années 80, c'était déjà un peu comme ça. Et d'ailleurs, Pierre Péan, dans son livre TF1 Pouvoir, il documente le fait que TF1, comme télé publique, était déjà une chaîne qui allait sur sensationnalisme, sur les faits divers. Tout le monde se souvient de l'affaire Grégory. Je n'ai pas étudié, mais j'imagine qu'au moment de l'affaire Grégory, en 84, l'international a pu passer un petit peu au second plan. Voilà, c'est un peu pour relativiser, mais oui, en article, c'est toujours un peu court, et ne pas laisser à croire l'idée qu'avant la privatisation, c'était l'international partout, et qu'après, tout d'un coup, non, c'est un peu plus nuancé ça. Il n'en demeure pas moins que 87, c'est un point de bascule dans la mesure où la télévision est obsédée par l'audimat. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais à partir de ce moment-là, et non seulement TF1 fait une télévision commerciale, bon, tout le monde connaît l'expression du temps de cerveau disponible, hein, voilà, la télévision sert à préparer le cerveau des gens pour qu'ils puissent être disposés à recevoir la publicité. Et pour ça, il faut garder le téléspectateur. Et l'actualité internationale, c'est censé être ennuyeux. Alors moi, j'ai essayé de me procurer, j'ai sans doute échoué, des études montrant vraiment que ça ferait fuir. C'est vrai que j'en ai pas trouvé, mais bon, minute par minute, comme m'a dit Bruno Mazur, apparemment, les minutes par minute démontreraient que le téléspectateur aurait tendance à zapper. Donc, à partir de 87, il y a un changement de paradigme, pardon pour le mot un peu prétentieux. Donc, TF1, progressivement, parle de moins en moins de l'international. Ils ferment des bureaux. Ils ne le font pas tout de suite. La première année, Francis Bouygues est tout content d'avoir une chaîne. Bon, il est malin, il ne bouscule pas toutes ses équipes tout de suite, etc. Bon. Mais bon, au bout de 4-5 ans, la moitié des bureaux de TF1, qui avaient un réseau considérable, ils ont fermé. Et France 2 est encore un peu protégée parce que entre 88 et 93, il y a un PDG, Hervé Bourges, qui est très service public, qui est le fondateur d'une école de journalisme, l'école de Lille, qui connaît bien l'Afrique, qui a été rédacteur en chef de Témoignages chrétiens. Et pour lui, le service public doit éclairer le public sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est Hervé Bourges et on revient à Sérillon, pardon, je mets un peu de temps avant de répondre, c'est lui qui propose à Claude Sérillon, au début des années 90, de créer, peut-être que les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, je me souviens d'avoir regardé quelques magazines, Géopolis, qui était un magazine hebdomadaire. Donc, c'était 1 heure. Alors, le principe de Géopolis, c'était un reportage sur un pays. Une présentation c'était une fiche pays. On présente un peu le pays, ses caractéristiques, sa démographie, son PNB, etc. Un reportage et ensuite un débat. Et d'ailleurs, Sérillon me disait qu'il avait souvent invité Ignacio Ramonet, qui était le directeur du Monde Diplo à l'époque. Donc, voilà, il y avait un pluralisme. Hein. Il y avait un pluralisme. Voilà. Le Monde Diplo était représenté sur France 2 aujourd'hui. Il y a un petit peu moins, il faut le dire. Je ne sais pas si Serge Alimi accepterait l'invitation ceci étant, je ne suis pas vraiment sûr. Voilà. Et donc, il y a Géopolis. Et donc, au départ, entre 88 et 93, France 2 est relativement protégée grâce notamment à cette direction encore service public.
Ça commence un peu à changer en 93 avec l'arrivée de Jean-Pierre Elkabbach, qui, quand Édouard Balladur devient Premier ministre, donc Elkabbach arrive. Bon, lui se focalise un peu sur les producteurs, etc. Mais déjà, il y a déjà un peu de l'esprit du privé, l'esprit TF1 qui s'empare un peu de la chaîne, mais pas de façon encore trop brutale. Bon, en 97, on a à nouveau une alternance de gauche, enfin, gauche PS, et Cérillon revient sur le 20h. Donc, il reprend les rênes des Géopolis et Cérillon décide, avec le directeur de l'information, Pierre-Yves Ernstam, très, très service public, vraiment service public au sens le plus noble du terme, il décide d'accorder une place importante à l'international, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de caricatures. Moi, je cite un ancien dirigeant de France Télévisions, Christophe Baldelli, qui dit que pendant 6 mois, France 2 ne faisait que des ouvertures internationales. Ça, c'est juste faux, c'est une caricature. Cérillon me l'a dit. Bon, moi, à l'époque, c'est vrai, je regardais pas mal le journal de France 2. Du coup, j'étais revenu au journal de France. Ils font l'international, c'est quand même, c'est pas mal. Hein. Mais il y avait aussi des ouvertures sur l'information sociale, parce que ce serait l'objet d'un autre article. On ne peut pas dire que l'enquête sociale que la télévision fasse une part belle à l'enquête sociale. Le social, c'est toujours secondaire, pas bien traité, sur l'économie. Mais il y avait beaucoup d'ouvertures sur l'international. Mais très rapidement, quand même, ça fait grincer des dents, même en interne, parce que la direction générale remarque, considère qu'il y a un fléchissement des courbes d'audience. Et donc, Ernstam et Cérillon ne s'arc-boutent pas, ne disent pas c'est l'international ou rien. Ils acceptent de réduire la part de l'international, et notamment le nombre d'ouvertures du journal, donc ce qui n'est plus systématique. Et donc, à la fin de l'ère Cérillon, en 2001, c'est-à-dire au premier semestre 2001, juste avant qu'il se fasse virer, déjà, l'international s'était fortement réduit. En réalité, ce qui va provoquer le départ de Cérillon, c'est une interview très incisive de Lionel Jospin. En gros, il demande à Lionel Jospin s'il est toujours socialiste. Hein. Bon, ce qui était quand même une question pertinente, puisqu'on sait qu'en 2001, le gouvernement socialiste avait beaucoup plus privatisé que les gouvernements de droite précédents, notamment les autoroutes. Bon, ça n'a pas plu à Manuel Valls. La direction de France Télévisions a trouvé que Cérillon était décidément trop rebelle, donc il se fait virer. Et il est remplacé par David Pujadas, qui, lui, importe. C'est vraiment là, à ce moment-là, la culture LCI, la culture TF1 arrive. Donc, il y a un jeu de chaises musicales. Il y a un nouveau personnage, des petits jeunes qui en veulent, qui arrivent. Il y a Thierry Tuillier, dont je parle dans l'article, qui devient chef du service étranger. Il a fait ses premières armes à TF1. Il lancera une émission, Un œil sur la planète, sur l'international, mais avec un traitement, avec une manière de traiter l'international très différente du magazine Géopolis, c'est-à-dire avec des sujets beaucoup plus tape à l'œil, beaucoup plus sensationnalistes. Voilà. Donc, le point de bascule, il est à ce moment-là. La mission de Pujadas, c'est de remonter la pente en termes d'audience, et c'est de faire le match avec TF1. Bon, après, ça sera la campagne 2002, une campagne ultra sécuritaire de la campagne présidentielle, où là, il y aura l'international Féchira, ce sera moins important. Bon, Pujadas, l'international, c'est pas ce qui passionne. Lui, ce qu'il aime, c'est ce qu'il appelle le news. C'est l'événement, justement. Il adore ça. Il a de la chance, parce qu'il a de la chance, entre guillemets, de son point de vue. Hein. Quand il arrive, c'est le 11 septembre 2001. Donc, il est tout content. Il fait 9 heures d'antenne. C'est un gros. Voilà, le 11 septembre, c'est l'événement parisien. C'est encore un cran au-dessus. Et donc, il est là juste après le départ de Cérillon. Et donc, tout le monde le félicite. Donc, la guerre en Afghanistan est couverte. Mais après coup, en gros, TF1 s'alignera sur France 2. Bon, on a un peu moins caricatural que TF1, parce que TF1, c'est quand même une chaîne, c'est l'ouverture de mon article, qui est quand même capable de consacrer 47 minutes sur 47 minutes de journal télévisé à la mort de Jean-Paul Belmondo. Ils avaient fait le même coup avec la mort d'Yves Montand. Là encore, c'est une logique d'événement, vous avez bien compris. L'événement, c'est la mort d'un acteur. Sans Internet. Si on compare, il faut quand même dire que France 2 et TF1, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Je nuance mon propre propos. J'ai étudié des JT sur plusieurs semaines. J'ai pris une période de 15 jours. Bon, j'ai tout écouté, etc. J'ai regardé. France 2 fait quand même un peu plus d'ouverture internationale et c'est TF1 qui en fait le moins. Ça ne vous surprendra pas. Bon, j'ai pu le vérifier. TF1 et M6, moins d'international. France 2, un peu plus, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Et si on prend le journal de 13 heures, les journaux de 13 heures sont très regardés. Bon, la TF1 écrase totalement France 2, puisqu'ils ont 60% encore de part d'audience. Là, c'est un journal
est-ce que c'est encore un journal d'ailleurs, tellement c'est dépolitisé, c'est le journal des terroirs, c'est France 2, TF1, c'est la même chose. Et j'ai lu d'ailleurs les mémoires de Jean-Pierre Pernaut, hein, je vous recommande la lecture de ce livre. Non, c'est intéressant. Et Pernaut parle de l'international. Il dit, mais moi je m'intéresse. Pernaut, il a une formation de journaliste, il a été formé à l'école de Lille, il a fait des reportages à l'étranger. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est obtus. Il considère juste que l'international, ça n'intéresse pas les Français, que lui, il doit faire de l'information de proximité, mais il raconte dans son livre, ce qui est tout à fait vrai, c'est que, encore une fois, quand il y a eu des événements, il a couvert la chute du mur, toute la période post-soviétique, il l'a couverte. Et alors, il cite cet exemple saisissant, il dit, le Kosovo, on a vraiment mis les moyens. Je me suis rendu au Kosovo pendant 3 semaines. C'est assez intéressant comme exemple, je trouve, le Kosovo. Et puis, bon, ça concerne l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui bombarde. Il raconte dans son livre que pendant 3 semaines, le JT de 13 heures de TF1 ouvre systématiquement sur le Kosovo. Et c'est lui qui décide. Ça vaut le coup, c'est un événement. La France, la TF1, j'allais dire, évidemment, accompagne totalement la politique du Quai d'Orsay. Donc TF1 est pour. Il faut bombarder Belgrade, il faut provoquer la chute du tyran Milosevic, etc. Voilà. Bon. Sauf qu'il raconte dans son livre qu'il reçoit un appel d'un des correspondants régionaux. En fait, Pernaut a remplacé, en gros, TF1 a remplacé ses correspondants internationaux par des correspondants régionaux. Voilà, toujours l'information de proximité, le terroir. Et donc, ils ont un maillage très serré, toutes les régions. Voilà. Donc, le correspondant de Nice s'appelle Pernaut, c'est Pernaut qui le raconte. Il lui dit, bon, écoute, il faut que tu saches qu'ici, les gens à Nice, ils en ont assez. Ils en ont assez. Bon, ok, ils comprennent bien, il y a une guerre, mais ils veulent qu'on leur parle de leurs problèmes quotidiens. Ce n'est pas le quotidien. Et là, Pernaut, il tombe de sa chaise, il dit, mais pardon, je suis tombé dans une espèce de travers parisianiste. Merci, heureusement que tu me rappelles. Voilà, c'est comme si Pernaut, là, il avait fait du journalisme et qu'il se rendait compte que ce n'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et donc, tout de suite, hop, il fait machine arrière et il refait du local. Bon, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas regardé cette séquence-là. Je crois Pernaut sur parole, quand il dit ça, on peut le croire. Donc, c'est pour vous dire que c'est devenu une espèce de doctrine, quoi. Hein. Donc, si on ne fait pas du local, ça fait fuir les gens. Et puis, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, si vous voulez qu'on en parle maintenant, Sébastien, mais il y a aussi il y a la place à condamner l'international et puis sur la manière de traiter l'international. Parce que les chefferies éditoriales que j'ai pu interroger me disaient, mais écoutez, ce que vous dites, ce n'est pas tout à fait exact, on parle d'international. Et c'est vrai que si on considère que parler l'international, c'est parler d'un pays étranger, alors oui, les gens en télévision en parlent. Oui, mais ils ont une couverture que j'appellerais carte postale. D'ailleurs, quand j'ai interrogé Arlette Chabot, qui a été directrice de l'information de France 2, Arlette Chabot est plus connue comme journaliste politique. D'ailleurs, la particularité des chaînes et des radios françaises, c'est que les journalistes qui ont pris le pouvoir, ce sont des journalistes politiques. Parce que la politique, c'est comme ça qu'on fait carrière. Et ce sont des journalistes qui, très souvent, ne s'intéressent pas tellement à l'international. Hein. Pujadas, Chabot, ce qu'ils aiment, c'est la course des petits chevaux. Voilà, c'est les querelles d'ego, c'est Pécresse contre Bertrand. Ça, vraiment, ça les passionne. Ça. Voilà, l'actualité internationale, déjà beaucoup moins, en dehors des événements. Donc, Arlette Chabot me disait, mais non, il me disait, je vous trouve un petit peu condescendant. Il me disait à moi, il me disait, les sujets carte postale, c'est intéressant, ça permet d'intéresser les gens. Il me disait, par exemple, moi, j'aime bien le parmesan. Il me disait, voilà, moi, j'aime l'Italie, et chaque fois que je vois un sujet sur le parmesan, ben, ça m'intéresse. Ça doit être la 40e fois. Et oui, il y a beaucoup de sujets gastronomie, carte postale, et chaque journal, le principe du journal, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop anxiogène. C'est un ancien président de la Société des journalistes de France 2 qui me disait ça. Il me disait, lui, il était plutôt dans le camp Sérillon, parce qu'il était chef du service étranger quand Sérillon s'est fait débarquer. Il me disait, j'ai quand même un peu évolué, il faut reconnaître qu'à un moment donné, quand on ne parle que de faits divers, de catastrophes, de guerres, bon, le téléspectateur, ça le fait un peu fuir. C'est quand même bien qu'il y ait un peu une respiration, un sujet un peu sympa, quoi. Et le sujet sympa, c'est le sujet carte postale. Et vous regarderez, les journaux télévisés de 13h comme de 20h, ils se terminent toujours par un sujet évasion. D'ailleurs, c'est le nom de la séquence terminale du JT de 20h de TF1, c'est Envie d'évasion. Et là, j'en ai regardé un paquet des envies d'évasion. Ce n'est pas toujours sur l'international. Je me souviens d'en avoir vu un sur la baie de Somme.
Voilà, c'est sur les phoques, il y a des phoques en baie de Somme, et voilà, on les voyait avec des très belles images, on les voit qui se baignent, etc. Et voilà, avec une lumière, et ça dure 4 minutes. Il y en a aussi beaucoup sur l'international, sur l'Islande, je cite l'exemple, j'ai vu un sujet 4 minutes, l'Islande, ce pays beau à couper le souffle. Alors je me suis dit à un moment donné, ils vont quand même parler de la particularité de l'Islande politique, parce que l'Islande, c'est un pays où la démocratie s'est participée, c'est quand même un pays où le peuple s'est mobilisé au moment de la crise financière en 2008 et a exigé le départ de son gouvernement. Il y a eu un parti pirate en disant ça suffit, on en a marre d'être le jouet des banques. Je me dis, bah, quand même, le peuple islandais, en termes de démocratie, c'est intéressant pour nous autres Français, nous autres Européens. Non. Après, je me suis dit, bon, j'ai été un peu naïf. Non, le sujet, envie d'évasion, il parle de volcans, de geysers, de montagne, parce que c'est un peu l'Afrique, il y a beaucoup de pistes, etc. Voilà. Et ça n'est que ça, ou des feuilletons sur les trains, les trains, les trains à vapeur dans le monde, que des sujets comme ça. Ou alors, du coup, moi, je demandais à Arlette Chabot ou à d'autres, mais je croyais qu'il y avait des problèmes de moyens, de budget, parce que ça coûte cher d'entretenir des bureaux. Parce que les bureaux à l'étranger, ils ont tendance à fermer. Mais pour les sujets évasion, il n'y a pas de problème d'argent. Ben, il y avait une journaliste qui me disait, à France 2, il y a un ancien correspondant Afrique, qui est resté 3 ans en poste au Sénégal, et qui est revenu à la rédaction nationale de France 2. Maintenant, il couvre l'Espagne. Bon, Marc de Chalbon, pour ne pas citer. Ben, c'est quoi les sujets de Marc de Chalbon de ces derniers mois? J'ai un peu regardé. Et c'est des collègues qui me disaient, très souvent, vous avez quand il s'agit de couvrir des sujets compliqués, des sujets institutionnels européens, on va dire, ah non, ça n'intéresse pas les gens, oh, puis on n'a pas les moyens. Mais dès qu'il s'agit de couvrir un sujet du type, Chalbon, qu'est-ce qu'il a couvert récemment? Il a couvert les ours dans les Asturies. Parce que bon, vous savez, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il y a des ours dans les Pyrénées. De temps en temps, des bergers ne sont pas contents parce que ils soupçonnent les ours d'avoir tué leur brebis. Les ours des Pyrénées, c'est connu. Mais les ours, il y en a aussi dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies. Donc, sujet de 4 minutes, on voit les ours, hop, il y a une clôture, une espèce de montagne. On leur a aménagé des ruches et on voit les ours. Bon, une image touchante d'un ourson avec sa mère, etc. Bon, voilà 4 minutes. De Chalvron, il nous fait un sujet sur la pata negra, il nous fait un sujet sur les truffes. Parce que, voilà, je n'étais pas forcément, même si j'ai des origines espagnoles, je ne suis pas un passionné de truffes. Donc, j'ai découvert que l'Aragon en Espagne, c'était le must en matière de truffes et que les Français étaient un peu largués comme l'Italie. Que voilà, pareil, 4 minutes. Là, bon, la qualité espagnole, etc. Voilà. À côté de ça, de Chalvron sur l'Espagne, bon, il ne couvre pas tellement la politique espagnole. Ça l'intéresse beaucoup moins. Voilà, donc des sujets cartes postales. Et ce qui est particulièrement choquant, pour en revenir à est-ce qu'il y a des pays qui sont couverts, moins couverts, c'est l'Afrique. C'est vrai que le plus choquant, c'est l'Afrique. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'Afrique, c'était un sujet qui allait être traité dans une prochaine conférence des AMD de Rennes. Il y a un des journalistes que j'ai déjà cité, Gérard Gritzbeck, qui a de l'humour, qui me disait, il a été correspondant Afrique, correspondant à Dakar, ou alors peut-être à Abidjan à l'époque. Donc, c'est-à-dire qu'il avait un périmètre assez large, toute l'Afrique, bon, peut-être sauf l'Afrique du Nord. Il me disait à un moment donné, on me demandait, je me suis dit, on me demandait tellement de couvrir des sujets safari, c'est-à-dire des sujets animaliers. Je me suis demandé si je n'étais pas devenu journaliste à 30 millions d'amis. Il me disait, voilà, des sujets sur les derniers rhinocéros blancs, les gorilles des montagnes du Rwanda. Alors justement, le Rwanda, si on regarde la manière dont est couvert le Rwanda, bon, comme chacun sait, il y a eu un génocide au Rwanda. On sait que la France a eu un rôle pour le moins controversé, pour dire les choses de manière sobre. Eh bien, le Rwanda quand le Rwanda est couvert par France 2, c'est surtout sur des sujets animaliers, alors ça va être le Rwanda, ce pays qui attire les entrepreneurs, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de startups qui se créent, parce que Kagame, qui est loin d'être un démocrate, mais qui lui est un allié des Occidentaux, il a fait de son pays Kigali une ville propre, l'aéroport est propre. C'est un peu une sorte de Singapour avec le même niveau de liberté publique. Et voilà. Mais après, sur les enjeux mémoriels, on en fait beaucoup moins. Je me souviens très bien des journaux télévisés du 26 mars dernier. Alors, pourquoi je vous parle du 26 mars? Parce que le 26 mars, c'est le jour où le rapport Duclerc a été remis au président Macron. Le rapport Duclerc, c'est
c'est le rapport Duclerc, c'est du nom de cet historien, sur le fait de savoir quelle était la part de responsabilité de la France, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Bon, c'est quand même, on se dit, c'est quand même assez important. Le dernier génocide du XXe siècle, 800 000 morts, on sait que François Mitterrand, l'opération Tourcoing, ça devrait faire l'ouverture du journal, il faudrait au moins en parler. Enfin, en plus, les médias, dès qu'il s'agit de Macron, les moindres faits et gestes du président, les médias s'en font l'écho. Eh bien, vous pourrez vérifier, le 26 mars, rien sur la remise du rapport Duclerc, rien. Par contre, dans le JT de 20h de France 2, ce même jour, un sujet sur le Zimbabwe. Alors, je ne sais plus ce que c'est. C'est le Zimbabwe ou non, c'est pas le Zimbabwe, c'est… Non, je me trompe. Non, c'est la Tanzanie. C'est quoi l'île au large de la Tanzanie? J'oublie. Zanzibar. Pardon, excusez-moi, j'ai confondu. Pardon. Il n'y a pas de sujet sur le Zimbabwe. Je ne crois pas vraiment qu'on mette l'accent sur… Voilà, donc Zanzibar, destination paradisiaque. Voilà, UP, haut de gamme. Donc 4 minutes sur Zanzibar, le jour où il y a la remise du rapport. Franchement, c'est indécent. Je ne vais pas me faire moralisateur. Donc le Rwanda a été sous-traité. Et moi, en interne, j'ai plusieurs journalistes de France 2 qui étaient choqués. Ils m'ont dit, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Même qu'il y avait honte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, l'image des journalistes n'est pas très bonne. Et on peut comprendre pourquoi, mais il faut savoir que ce sont les chefferies éditoriales qui sont les principales responsables de cette manière de traiter. Bon, les principaux responsables, ce sont les actionnaires, mais les chefferies éditoriales, c'est le directeur de l'information, ils font partie de la direction. Et les journalistes de base, peut-être qu'ils pourraient résister, mais très souvent, ils obéissent, ils sont des salariés, ils ont un lien de subordination. Et les résistances à cette marchandisation de l'information, elles ont été brisées. Elles ont été brisées par cette chefferie. Et je reviens au rôle d'un personnage que j'ai cité tout à l'heure, Thierry Tuillier, qui est aujourd'hui directeur de l'information de TF1. Ce Thierry Tuillier, il a littéralement liquidé le service étranger de TF1, de France 3. Parce qu'en fait, France 3, la rédaction de France 3 est une rédaction très frondeuse, avec une section CGT très puissante, avec des valeurs de service public très fortes. Alors, quand France 3 a été créée au départ, effectivement, France 3, c'était la chaîne des régions, la chaîne des territoires, mais une rédaction nationale s'est développée. Le 19-20 a été créé avec une audience nationale. Je ne suis pas un spécialiste de l'audience du 19-20, mais dans le public du 19-20, il est sans doute intéressé par l'information de proximité, mais il est aussi intéressé par l'information internationale. Et pourquoi ne le serait-il pas? Et donc, longtemps, la rédaction nationale de France 3 était très en pointe sur l'international, faisait même de très bonnes audiences et même était moins sensationnaliste dans le traitement que France 2. Parce que souvent, c'est France 2 qui était là quand il y avait un événement et France 3 moins. Et les chefferies, la direction de l'information en ont conçu une certaine amertume et se sont dit, mais on est en train de diviser nos forces. La priorité, ça doit être de faire le match avec TF1. C'est toujours cette obsession. Voilà. TF1 fait la course en tête, TF1, c'est la chaîne de l'audimat, France 2. Et donc, pour ça, arrêtons de diviser nos forces. Donc, il y a eu une fusion du service étranger de France 3 et du service information générale, en gros, les faits divers. Cette fusion avait déjà eu lieu de côté France 2 en 2002-2003, après le départ de Sirion. Et Tuillier, il est chargé de faire la même chose à France 3. Ils sortent à des oppositions. Et alors moi, ce que je documente, ça n'avait jamais été tellement dans les médias, enfin pas à ma connaissance, c'est l'extrême brutalité avec laquelle ça se fait. Et surtout, les propos que tient Thierry Tuillier. Alors moi, je cite dans l'article, justement sur l'Afrique, il y a un de ces journalistes qui depuis est parti, pas parti en très bons termes, qui devait faire un reportage au Tchad. Est-ce que c'est au Tchad? Oui, c'est au Tchad, voilà. Et avec une problématique de désertification. Voilà, donc sa mission avait été validée et Tuillier est nommé. Il lui dit non, ça n'intéresse pas les téléspectateurs. Même chose sur la Bosnie. Octobre 2010, il y a des élections législatives en Bosnie. Et bon, là, il n'a pas eu le temps d'annuler la mission parce que il est arrivé trop tard. Et donc, quand il voit le sujet, il explose en régie, il dit mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse
aux élections législatives en Bosnie. Quand même, la Bosnie, on sait très bien qu'il y avait une guerre, justement. Il dit, mais la Bosnie, ça n'intéresse personne. Voilà. En gros, sauf événement, sauf catastrophe, sauf guerre, sauf tremblement de terre, la Bosnie, ça n'intéresse pas les téléspectateurs de France 3. Donc, ordre est donné de ne plus en parler, de ne plus en parler. Ça, c'est France 2 qui, le cas échéant, quand je dis le cas échéant, c'est quasiment jamais. Il annule aussi une mission, je reviens au Rwanda, concernant le Rwanda. Donc, un journaliste expérimenté de France 3, qui se trouve être un délégué syndical CGT, donc voilà, pas forcément très bien vu en raison de ses options syndicales et politiques, il devait faire un reportage au Rwanda sur l'enquête relative aux conditions à l'assassinat du président rwandais. Vous savez peut-être, mais c'est l'explosion de l'avion qui transportait le président Rwanda en avril 1994 qui a entraîné, enfin, c'est suite, je suis prudent dans les termes, c'est après que l'avion a été détruit par des roquettes que le génocide a commencé. Et il y a eu plusieurs versions. Il y a eu d'abord une première enquête faite par le juge antiterroriste français, le juge Bruguière, dont les conclusions ont été controversées. Donc, un autre juge a été nommé, et donc un journaliste de France 3, du service étranger, dit il faudrait couvrir parce que la France est concernée. C'est un sujet éminemment important qui intéresse le public français. Eh bien, tu lui dis non, tu ne vas pas y aller, ça n'intéresse pas les spectateurs. Donc, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Voilà. Donc, ce journaliste est un peu choqué, mais bon, voilà, il est un peu son parti. Sur ses propres deniers, il va au Rwanda pendant ses vacances. Et donc, voilà, il nous décontacte. Et des années plus tard, l'année dernière, il finit par boucler un documentaire sur les justes du Rwanda, c'est-à-dire sur ces Hutus qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Tutsis de la mort. C'est vraiment les héros ultimes. Je l'ai vu, ce documentaire. Il raconte vraiment, notamment un directeur d'école qui a pris des risques terribles. Enfin, voilà. Et donc là, on est en 2020. Donc, Tully n'est plus dans la boucle, hein, si vous voulez. Ça fait longtemps qu'il est passé à cette mais quand même, pour finir là-dessus, il propose le reportage, enfin, le 52 minutes à la direction des documentaires de France Télévisions qui dit, mais on l'a déjà traité. Voilà, c'est intéressant, mais ça a déjà été traité. Ça a déjà traité comme si, bon, voilà, on a fait le Rwanda une seule fois et sur France 5, on ne va pas le faire. Mais cet angle des justes, en plus, ça fait tellement écho aux justes de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, montrer le courage de ces quelques Hutus, ça peut montrer que tous les Hutus n'ont pas été des massacreurs, etc. Et puis, en plus, ce documentaire bouleversant et qui donne à réfléchir montre que très souvent, les victimes, on le sait, qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des rescapés, enfin, que des victimes ont été tuées par des amis, par des proches. Et enfin, on voit comment les bourreaux, les victimes cohabitent. Enfin, voilà. Et ben tout ça, ça n'intéresserait pas les téléspectateurs. Ça reste vraiment surtout que dans ce sujet, il y a un peu d'émotion. Voilà. Bon, je suis le premier à dire qu'il y a un peu trop d'émotion, mais après tout, si un peu d'émotion peut servir effectivement à capter l'attention des spectateurs tout en faisant réfléchir, pourquoi pas, effectivement, il y a quelque chose d'émotionnel, il peut y avoir du lyrisme, etc. Donc, moi, je l'ai vu, ce reportage. Pour moi, il avait sa place sur France 2, sur France 3, sur France 5, bien non. Le service public n'en a pas voulu. Il a quand même été diffusé sur France 24. C'est très bien que France 24 l'ait fait, mais enfin, France 24, c'est pas une chaîne qui fait beaucoup d'audience. Très bien. Pardon, je suis un peu long. Non, pas de souci. C'était passionnant parce qu'effectivement, il y a plein de choses que nous, on regarde, mais on ne connaît pas toute la fabrication de l'information, on ne connaît pas ça. On est juste des spectateurs, souvent des spectateurs. Je propose qu'on passe aux questions. Il y en a quelques-unes quand même. Et puis, d'abord, je remercie David pour son exposé parce que c'est très intéressant. Et je vais commencer alors par deux questions de Pascal Farfal qui dit, alors, bon, là on a vu pas mal de défauts de ce qui est le journalisme, mais quelle serait la définition d'une bonne actualité internationale et d'un bon traitement de l'actualité internationale? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne bien?
Et est-ce que les journalistes aussi ont une bonne formation, on va dire, pour couvrir les événements du monde? Enfin, voilà, est-ce une question peut-être de la formation ou l'expérience? Donc ça, c'est de la part de Union Pacifiste. D'accord. Alors, bah, qu'est-ce serait une bonne information internationale? Bon, je ne pense pas qu'il y en a une bonne parce que Non, ça, voilà, non, mais euh, euh, moi, je ne considère pas que les médias, parce que Harley Chabot m'a un petit peu asticoté en disant le diplôme, en faisant un petit jeu, enfin, voilà, en disant tout ce qui relève de la diplomatie, un peu comme le monde diplo, ça serait chiant. Bon, c'est vrai que le monde diplomatique, ce n'est pas un journal divertissant, etc. C'est sans doute assez austère. Loin de moi l'idée de dire ah bah, tous les médias audiovisuels devraient faire comme le monde diplo. Bon, voilà, ce n'est pas du tout ma position. Oui, on peut tout à fait comprendre que des gens, quand ils rentrent du travail, oui, je pense que les journalistes doivent faire l'effort d'être clairs, intelligibles, donner les contextes, tout en étant agréables, écrire correctement de façon attractive et présenter des images. Et tout ça, ça n'est pas criminel. Je le comprends très bien, je souscris. Néanmoins, là on est dans l'information spectacle, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Bon, comme piste d'amélioration, bah, déjà, accorder plus de place à l'international. Il y a quand même un grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est que tous les médias, les politiques, les chefs d'entreprise, les économistes nous parlent de mondialisation. On est à l'ère de la mondialisation depuis la chute du mur, mondialisation des échanges, mondialisation du savoir, mondialisation des transports. Et puis surtout, c'est une injonction à prendre le train de la mondialisation. Il faut être moderne. Voilà, il faut être mondialisé, il faut penser global. Voilà, il faut penser global, d'accord. Mais alors, le paradoxe, c'est qu'on nous demande de penser global, mais que l'information n'a jamais été aussi aussi, aussi étroite, aussi chauvine, aussi. On dit souvent, oh, mais les Américains ne s'intéressent qu'à eux, mais attendez, il n'y a pas que les Américains, et les Français, et l'actualité française, on a l'impression, à part Arte, c'est vrai qu'il y a une différence entre Arte et les autres, qu'il n'y a que l'actualité franco-française, les questions de sécurité, bon, il y a quand même un problème. Si on veut documenter, étayer, analyser la mondialisation néolibérale, alors la moindre des choses, c'est de parler d'international, sur l'économie, sur la culture, c'est des échanges. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est quand même formidablement paradoxal. Donc, la première chose à faire, c'est de revoir la hiérarchisation de l'information en fonction de critères d'information, mais encore faut-il se mettre d'accord sur le fait que l'information n'est pas une marchandise. Or, l'information est une marchandise, de fait. Donc, voilà, c'est la position du monde diplo et quelques rares médias indépendants. Donc, si on est sur une dimension de service public, et pour ça, c'est pour ça que je me suis plus attaché à parler du service public. Encore que TF1, il ne faut pas non plus dire que parce que TF1 est privé, TF1 peut faire ce qu'il veut. En fait, la chaîne TF1 n'appartient pas, le canal hertzien TF1 n'appartient pas à Bouygues. Télé Bouygues, Bouygues a obtenu une concession, ça on l'oublie, c'est juste un petit rappel. Cette concession a été accordée à Bouygues. Bouygues n'a pas respecté le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont foncièrement malhonnêtes et on a des gouvernements qui sont les complices de gens qui ne respectent pas. Quand une entreprise privée ne respecte pas le cahier des charges, la concession, on remet la concession, on lance un appel d'offres. C'est ça, après tout, la concurrence libre non faussée. Appel d'offres, des candidats. Or là, on a un monopole privé avec des complices d'État. Donc ça, c'est le néolibéralisme. Donc, ils n'ont pas respecté. Ça serait très simple. On dit, ah non, mais TF1, ils sont inexpugnables. Mais attendez, on ne peut pas affronter Bouygues. Ouh là là, ils sont trop puissants. Ça, c'était le discours de Noël Jospin, des socialistes. Finalement, l'État ne peut rien. Ben si, au moment du renouvellement. Et dans un nouveau cahier des charges, c'est pour ça que je viens à l'international, il pourrait tout à fait être écrit relever la part de l'international, accorder une place plus importante aux questions européennes. Ça aussi, on peut en parler. Les questions européennes, il y a toute une série de rapports qui sont sortis récemment, de rapports parlementaires et de rapports de la majorité actuelle, qui est une majorité pas tellement de gauche, pas très gauchiste quand même, qui font état de choses frappées au coin du bon sens, à savoir que les questions européennes sont totalement sous-traitées. Ça, tous les ans, c'est documenté par la Fondation Jean Jaurès, qui est proche du Parti socialiste et qui est en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel. Je cite dans mon article, je crois que c'est 3,6% des sujets sont consacrés aux questions européennes. Or, on ne cesse de nous dire que la France n'existe pas sans l'Europe, vive l'Union européenne, vive la construction européenne. Bon, mais
et pourtant, on ne parle pas au Français. Alors là, je reviens à Arlette Chabot, elle me dit, bon, alors moi, j'ai plusieurs journalistes qui m'ont dit, mais Arlette Chabot ne s'intéresse pas. Et là, je reviens sur la question de l'appétence et de la formation, c'est que les journalistes ne s'intéressent pas aux questions internationales, ils ne s'intéressent pas aux questions européennes. Donc, la première chose, c'est de revoir la hiérarchisation de l'information, de fixer un cahier des charges beaucoup plus contraignant. Aujourd'hui, il y a un cahier des charges qui n'est pas respecté. C'est l'article 16 ça fait un peu cuisse de dire l'article, on s'en fiche que ce soit le numéro 16, mais bon, voilà. C'est pour vous dire que c'est officiel. L'article 16 du cahier des charges de France Télévisions oblige France Télévisions à accorder une place significative aux questions européennes. Mais France Télévisions ne respecte pas le cahier des charges dans l'esprit. Il y a une émission qui s'appelle Nous autres les Européens, qui est diffusée le dimanche à 10h30 à l'heure de la messe. Donc, c'est à peu près la plus mauvaise heure. Donc, France Télévisions dit, on respecte le cahier des charges. Attendez, voilà, c'est un respect, c'est tout relatif. Et donc, en face, il y a la messe, il y a aussi la messe sur CNews aussi, mais ça, c'est un problème. Il y a la messe sur France 2 et sur France 3, voilà, parce qu'en fait, la réalité, c'est que historiquement, c'est France 3 qui a été en pointe sur les questions européennes parce que France 2 ne voulait pas en parler de peur de perdre de l'audience. Vous voyez quand même. On laisse ça à France 3 parce que bon, et puis finalement, on n'en parle plus tellement. Donc, si ce n'est à travers cette émission qui est plus un alibi qu'autre chose. Et d'ailleurs, ça se manifeste en termes de moyens consacrés, puisque si on compare la France et l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, France Télévisions a 2 correspondants à Bruxelles, je ne sais plus, mais je crois que les chaînes allemandes, c'est une vingtaine. Alors, je sais bien que la population allemande est supérieure à la population, je crois qu'il y a 80 millions d'Allemands. Enfin bon, vous voyez bien le ratio. 2 et 20 d'un côté, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas 10 fois plus d'Allemands que de Français. Donc, il y a quand même il y a un désintérêt. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est une question de formation? Écoutez, sur le papier, les journalistes français sont bien formés. Hein. Les chefferies, ils ont tous fait Sciences Po. Hein. Pas tous, mais beaucoup ont fait Sciences Po. Sciences Po, on parle international. Ils ont fait des écoles de journalisme pour la plupart. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de formation. Ils ont tous les titres. Ce sont des vrais mandarins au sens qu'ils ont un capital culturel, etc. etc. Après, oui, est-ce qu'il faudrait que les écoles enseignent différemment? Moi, il me semble qu'il faudrait que les écoles déjà enseignent le journalisme. Vous avez peut-être lu le livre de François Ruffin, Les petits soldats du journalisme. Être un petit soldat du journalisme, c'est être un petit. Pardon, ça fait un peu rare de dire ça. C'est être un petit soldat du capital. C'est être un petit soldat de la marchandise. C'est être un petit soldat de l'audimat. Quand on est un petit soldat de l'audimat, c'est ce que disent les écoles. Elles n'ont pas tort. Mais nous, on forme des gens, on leur donne les armes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché du travail. Ils n'ont pas tort. C'est vrai que la situation économique des journalistes est tellement précaire que si en plus on lutte, c'est plus compliqué. D'une certaine manière, les écoles ont raison. Mais en même temps, les écoles, elles forment aussi des citoyens, elles pourraient aussi donner des armes, en tout cas dire, voilà, dans l'enseignement, qui est une part aux journalistes qui veulent faire un autre journalisme, après tout, qui est toujours possible. Et puis, il y a aussi des niches, mais ça c'est rarement proposé. Donc oui, on pourrait prévoir une autre formation, mais je ne crois pas que ce soit parce que les journalistes ne seraient pas suffisamment formés. Je ne pense pas que ce soit la raison. Mais c'est vrai qu'il y a un manque d'appétence qui est criant. Alors, on parle des médias dominants, alors je ne sais pas, mais on parle aussi d'autres chaînes, notamment Patrick Zand, qui parle de TV5 Monde, qui est un petit peu, je crois, une image au niveau international, justement, de l'information, enfin, qui est une chaîne, il me semble, public-privé, hein, où il y a des. Et a priori, Patrick Zand dit que c'est, qu'on voit dans le monde entier, hein, c'est une caricature des informations et qu'il y a très peu de contradictions dans dans leur information. On est très atlantiste, très anti-russe. Et Frédéric Faure qui dit effectivement que on parle beaucoup des soutiens des États-Unis lors de la guerre du Golfe, mais pas un mot sur la guerre du Yémen, et qui est soutenu d'ailleurs par les puissances occidentales via l'Arabie saoudite. Et puis, on a aussi le 28 minutes d'Arte où
les participants jugent qu'il est parfois un petit peu trop attentiste, ou il y a toujours un petit peu, toujours le même, il n'y a pas assez de… Alors, il y a 28 minutes, c'est aussi une émission de débat aussi, je crois, hein. C'est ça qui est de 20, alors, je ne sais pas si c'est du journalisme. Le 28 minutes, c'est là. C'est Arte. Je réponds sur l'Atlantide, Oui, etc. Oui, oui. Et sur la guerre au Yémen, oui, sujet évoqué dans l'article, oui. C'est pour moi l'exemple le plus choquant du deux poids, deux mesures. En effet, selon qu'on soit allié de l'Occident ou pas, ce n'est pas le même traitement, hein. Bon, Noam Chomsky a très bien théorisé ça dans son livre c'est un classique, la propagande en démocratie, qu'il a coécrit avec Edouard Herman, dans lequel il démontre qu'il y a deux types d'États dans leur rapport avec l'Occident, les États clients et les États ennemis. Bon, et sur le Yémen, c'est flagrant. Moi, l'exemple que je cite, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ouragan Ida. Bon, cet ouragan, ce qui m'a frappé, c'est que c'est quand même la surmédiatisation de tout ce qui se passe aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis aimantent les médias. Pourquoi? Parce que, tout simplement, d'abord, parce que les journalistes sont fascinés par les États-Unis, mais parce qu'il y a beaucoup de journalistes aux États-Unis. Aujourd'hui, TF1 n'a plus qu'un seul bureau à l'étranger, c'est à Washington. Il les a tous fermés. Il a fermé le bureau à Jérusalem, a fermé en 2019, parce que, bon, d'après les chefferies éditoriales, le conflit israélo-palestinien, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Et puis, c'est un peu dangereux, parce que si on fait un sujet critique dans lequel on évoque le sort épouvantable des Palestiniens, l'apartheid, bon, il ne faut jamais employer ce terme-là, parce que sinon, il y a toute une partie de l'extrême droite juive française qui vous tombe dessus, qui vous fait des procès en antisémitisme, etc. Un journaliste remarquable comme Charles Anderlin on a fait les frais. Charles Anderlin, qui à la fin de sa carrière a été complètement placardisé, à qui on reprochait d'être trop sérieux, trop universitaire, de faire du diplôme chiant, alors que Anderlin, c'est juste l'honneur du service public. Anderlin, c'est plus qu'un journaliste, c'est un historien. Il a fait un travail remarquable. Il a documenté le messianisme juif. Il a fait ce que j'allais dire devraient faire tous les journalistes. Et c'est un ovni à la télévision. Des Anderlin, il n'y en a pas deux. C'est ça le problème. Et ça montre que oui, on peut parler à une heure de grande écoute et éclairer le public. Et Anderlin, il en a fait des. Bon, c'est un homme. Ouais, je l'ai interviewé. Je vous recommande son livre. Il est profondément meurtri par la manière dont il a été traité. Et d'ailleurs, il raconte dans son livre qu'il avait postulé au poste de correspondant à Washington et qu'il n'a pas été pris parce que Étienne Lénart, chef du service étranger que moi j'ai rencontré, avait peur qu'il parle trop du conflit israélo-palestinien, même en Chine, et surtout qu'il parle trop de diplomatie et des enjeux diplomatiques. Autrement dit, qu'il ne fasse pas assez de sujets légers. Voilà, donc en gros, bon, on lui reproche de trop travailler, d'une certaine manière, de trop connaître ces sujets. Donc oui, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas tellement un problème de formation, parce que d'une certaine manière, si vous êtes très bien formé et qu'après vous en êtes frustré, c'est presque mieux de ne pas être formé. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, bien sûr, mais c'est quand même un peu l'idée. Je réponds sur TV5 Monde. Alors, je précise que mon article, il ne porte pas tellement sur les chaînes d'information, il porte plus sur les chaînes hertziennes, généralistes. Voilà. Donc, je suis loin d'être un spécialiste de TV5 Monde. Par contre, sur le pluralisme, oui, je rejoins le constat de la personne qui posait une question. Il n'y a pas du tout de pluralisme. C'est vraiment la grosse Bertha, hein. Il n'y a pas de contradiction. Ce matin, ce qui m'a frappé sur France Inter, sur l'Ukraine, c'est les invités du 7-9, de Nicolas Demorlaes-Salamé. C'était un ancien journaliste et un journaliste, bon, Bernard Guetta, qui a longtemps été le chroniqueur international de France Inter, qui lui est un atlantiste plus, hein, qui considère que sur les questions européennes, chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Donc, si l'Europe n'est pas assez sociale, c'est parce qu'il faut encore plus d'intégration européenne. Ça n'arrive pas, il faut toujours plus d'intégration. Voilà, l'OTAN, oui, il faut toujours que l'OTAN intervienne. Vladimir Poutine est un psychopathe, Vladimir Poutine est cinglé, il est fou, etc. Je ne sais pas, il a peut-être des problèmes. Enfin, je ne suis pas sûr que ça élève le débat de dire ça. Ça n'aide pas vraiment à comprendre les tenants et les aboutissants du conflit russo-ukrainien. Alors, il était censé avoir, je ne sais pas s'il y a un contradicteur, mais il y avait un autre journaliste, Pierre Servant. Il se trouve que c'est un ancien journaliste du Monde et il se trouve que c'est des anciens collègues. Et donc, à un moment donné, ce matin, ils disent « Ah oui, on a travaillé ensemble. » Ah oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Ah oui, Bernard, je suis d'accord avec toi. Ah oui, j'allais te le dire.
Donc voilà, Salamé Demorand est d'accord avec Guetta, c'est l'ancien collègue d'ailleurs, hein, puisqu'il était avant. Maintenant, il est député macronien Renew, donc il encense Macron, un peu comme son successeur d'ailleurs, Piraski, qui lui est toujours au nom de la défense des droits de l'homme. Il faudrait être beaucoup plus dur avec la Chine, beaucoup plus dur avec la Russie. Bon, par contre, sur le Yémen, donc je reviens à ce qui a été dit sur le Yémen, en effet, là-dessus, il ne s'agit pas de dire que les médias dominants présente une image sympathique de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe. C'est le cas. On a des sujets régulièrement sur la condition des femmes en Arabie saoudite, dont on voit qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas idéale, elle n'a pas grand-chose à envier à ce qui se passe en Afghanistan. Bon, si l'Afghanistan, évidemment, les talibans, ils sont ce qu'ils sont, hein, à un niveau d'obscurantisme difficilement dépassable. Mais enfin, en Arabie saoudite, pays où un journaliste d'un ressortissant a été quand même démembré sur ordre du roi, un journaliste critique. Mais cet État client des États-Unis, cet État qui pourvoit en pétrole, en hydrocarbures l'Occident, a provoqué et le chef de file d'une guerre au Yémen, qui est une guerre totalement oubliée, une guerre totalement occultée. Un rapport de l'ONU sorti en novembre dernier faisait état de 377 000 morts. Malheureusement, il doit y avoir plus de morts depuis, hein, on peut le supposer. Eh bien, je me suis intéressé à la manière dont a été couverte la sortie de ce rapport. Rien, silence radio, sauf exception. Donc TF1, France 2, M6, France 3, on n'en parle pas. Bon, on n'en parle pas. Hein. Dans l'article, je faisais un parallèle avec l'ouragan Ida, qui a fait 50 morts. C'est toujours regrettable, 50 morts, mais 50 morts d'un côté sur un ouragan dont personne n'est responsable finalement. Les autorités américaines ont fait ce qu'il fallait, elles sont parfaitement armées. 377 000 morts sur une guerre, pardon, qui est une guerre interreligieuse, hein, c'est une guerre des sunnites contre les Houthis, contre les chiites au Yémen. Et puis, ce qui est très choquant pour nous Français, en tout cas, ce qui peut nous interpeller, c'est que parmi les alliés de la coalition saoudi, je sais pas comment on dit, saoudienne et émirati, il y a Al-Qaïda Yémen. Et Al-Qaïda Yémen, ça peut. C'est une organisation qui est familière pour nous autres Français, puisque c'est Al-Qaïda Yémen qui a revendiqué l'attentat de Charlie Hebdo. Donc les frères Kouachi avaient fait allégeance à Al-Qaïda. Quand on y pense, ça peut être intéressant, même d'un point de vue, j'allais dire, sensationnaliste, de dire, bah, attendez, on a quand même un État allié qui est allié avec Al-Qaïda. C'est quand même l'horreur de Charlie Hebdo, et personne n'en parle. On sait que la France vend beaucoup d'armes à l'Arabie saoudite. On sait que Dassault fait des bonnes affaires. On sait que Emmanuel Macron s'est rendu, je crois que c'était en décembre, en Arabie saoudite. Je crois qu'il a été vaguement. Macron a dû dire qu'il fallait, que les droits de l'homme c'était important, et puis on est passé à la signature des contrats. C'est caricatural. Oui, Poutine est un autocrate, mais Mohamed Ben Salman, je ne sais pas si on peut comparer, mais franchement, en termes d'horreur et de violation des droits de l'homme, je ne sais pas si on peut faire le match, mais on est quand même à un niveau assez élevé. Mais voilà, on a des médias qui sont suivistes, le livre de Chomsky n'a pas peur d'une ride, je crois qu'il est sorti il y a 20 ans ou 25 ans pour la première fois. Et en effet, il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas de pluralisme. Et là, quand il y a un effet loupe, il y a un effet grossissant, c'est-à-dire quand il y a un conflit, quand il y a une guerre, on sent qu'il y a le phénomène d'union sacrée. Hein, cette expression qui a été forgée pendant la Première Guerre mondiale. Là, c'est les bruits de bottes. Je vous recommande le livre qui a été sorti par Acrimed, qui a été coécrit notamment par Serge Halimi. Je l'ai là, c'est L'opinion, ça se travaille, qui s'appuie sur l'exemple des guerres, la guerre au Kosovo, les bombardements de l'OTAN, la guerre du Golfe. Bon, c'est un alignement systématique sur les positions du Quai d'Orsay, sans aucun recul. Alors, il y a une question, alors peut-être pour voir un petit peu, on parlait un peu aussi par rapport aux journalistes, quand il faut qu'ils incarnent, on a les journalistes vedettes, on a les journalistes de terrain, alors on parle aussi, les journalistes de terrain, c'est un petit peu Maryse Burgot qu'on voit souvent sur le terrain, soit avec une burqa, enfin pas une burqa, ou avec un fichu sur la tête ou un gilet pare-balles. Et aussi, on parle aussi de embedded, donc embarqué. Est-ce que on pourrait
préciser par rapport à tout ce qui est journaliste de terrain, un peu à l'étranger. Alors, il y a ceux qui font effectivement de l'analyse, mais il y a aussi ceux qui sont embarqués, on va dire. Voilà. Oui, oui, et il y a cette tradition très occidentale du reporter de guerre. Voilà. Le reportage de guerre, c'est très prestigieux dans la profession. On pense au prix Albert Londres, on pense au reportage de guerre, on y va sur le treillis. Et c'est vrai que dans les rédactions de ces grandes chaînes, il y a des reporters de guerre attitrés. Par exemple, vous citiez le cas de Marisburgo. Il y a Marisburgo, effectivement, qui va sur les terrains. On pourrait citer l'exemple d'une journaliste de TF1 qui s'appelle Liseron Baudoul, qui est vraiment à la tête brûlée. Alors, elle n'a pas froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle adore. J'ai lu plusieurs de ses interviews qu'elle a accordées à la presse locale, notamment. Voilà, où c'est quelqu'un qui prend des risques, mais même ses collègues sont obligés un peu de la réfréner. Et donc, sur l'incarnation, ce dont les télés sont très friandes, c'est des sujets incarnés, c'est des sujets où il y a une mise en scène. Le journaliste se met en scène, le reporter de guerre se met en scène. Arrêt sur image a un peu décrypté ça. Ils ont fait après la chute de Kaboul, ils ont fait une émission, donc ça devait être début septembre ou fin août, sur le traitement de la chute du Kaboul. Et justement, il y a des images où on voit Liseron Baudoul, à un moment donné, il y a un échange de tirs. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être en Syrie. On la voit qui est derrière un mur. Voilà, on voit qu'elle prend des risques. Elle a son gilet pare-balles, elle court, voilà, sous le feu. Ça rappelle un peu le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de Bruno Dumont, France, où il y a ce personnage de star de l'information qui est à la fois en plateau et qui est à la fois embedded. Alors ça, c'est pas très réaliste. Donc voilà. Donc ça fait des belles images, ça fait des images. Et alors moi, j'ai interviewé un grand reporter qui est plus un caméraman, un journaliste reporter d'images, qui a pas mal couvert l'Afghanistan, qui lui pratique cette forme de journalisme embarqué. Et lui, il a couvert l'Afghanistan, plus récemment le Mali, l'opération Barkhane, et notamment, son fait d'armes, c'est en 2011, ils suivent une compagnie, un régiment, pardon, je ne suis plus sûr des termes militaires, pardon. Je crois que c'est un régiment américain commandé par un sergent américain. Donc, il filme. Donc, il y a un échange de tirs avec des talibans. Donc, on voit déjà le début. Voilà, il y a un échange de tirs. On y est, c'est comme dans un film. Et scène incroyable, éprouvante à voir. Bon, je l'ai regardé. Je me suis demandé si ce n'était pas du voyeurisme. D'ailleurs, on voit le sergent américain qui saute sur une mine. C'est épouvantable. On voit la mine qui explose. On voit c'est un jeune homme qui hurle. Bon, il n'est pas mort. Bon, il a été amputé des deux jambes. Donc, il est là. Il s'en est fallu peu pour que le journaliste rapporte une image. Bon, lui et Michel Scott, qui est considéré comme une pointure, un grand reporter, eux, c'est des habitués des zones de guerre. Et alors, cette séquence, ils l'ont racontée, je l'ai vue, ils l'ont expliqué après à Claire Chazal. Donc, c'est le journal de 20h. Donc, ça devait être un vendredi ou un samedi, parce que Chazal présentait les journaux du week-end. Et donc là, ils expliquent, voilà, ils reviennent sur ce fait d'armes journalistique, ce scoop sanglant. Ça fait des images. Ça c'est montré. Voilà, ça peut faire la une du journal. Alors, ce même journaliste, Gilles Parot, qui accepte de me parler, c'est pas facile de faire parler des gens de Bouygues, de TF1. Voilà, on voit l'autre différence avec le service public quand même. Dans le service public, il y a encore des syndicats indépendants. Voilà, comme quoi, quand il y a des syndicats, c'est pas la même chose que quand vous avez il y a des syndicats à TF1, mais qui sont relativement proches de la direction. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, Gilles Parot, lui, il a aussi filmé un sujet aussi qui a été diffusé à nous. Je crois en deuxième ou troisième position. Ça devait être peut-être en novembre ou en décembre dernier. Donc, c'était dans le journal d'Anne-Claire Coudray, donc ça va être le week-end. Et c'est sur l'évacuation du matériel. Donc, on voit donc les journalistes qui sont embarqués avec l'armée française. C'est une base avec beaucoup de matériel. On voit qu'ils rangent le matériel. Ils s'en vont, ils traversent le désert. Alors, ils sont escortés parce que c'est dangereux, parce qu'ils peuvent essuyer des tirs de djihadistes. Bon, ça se passe bien. On les voit quand ils rembarquent le matériel. On les voit quand ils sont escortés. Et à un moment donné, il y a une fausse alerte. Donc, ça fait des belles images dans le désert. Tout ça, ce sont des images qui sont faites en collaboration avec le ministère de la Défense. C'est de la communication de fait. Mais donc, c'est le traitement majoritaire dans les journaux télévisés. Mais il y a d'autres traitements. Et alors, pour en revenir au Yémen, je cite. Alors, moi, ce qui m'a surpris, alors ce qu'il y a de bien dans les enquêtes,
on a tous des préjugés, des prénotions, moi le premier, comme tout le monde. Bon, j'essaye de m'en défaire le plus possible. Bon, c'est pour ça qu'il faut avoir le plus possible d'entretiens contradictoires, évidemment, pour études documentées, etc. Je ne sais pas si c'est une bonne surprise, mais moi, j'ai découvert l'émission Enquête exclusive sur M6. Je ne veux pas vous faire une promotion de M6, mais ce qui m'a surpris, il y a un tel état, il y a tellement peu d'international que finalement, M6 a pris un créneau. Bon, M6, c'est la zone interdite. Je ne vais pas vous recommander de regarder les zones interdites. C'est vraiment, c'est quand même, en termes de racolage, ils sont sur l'échelle Richter de racolage, ils sont quand même assez élevés. Mais à 23h, à une heure de moindre écoute, il y a Enquête exclusive qui, 60 à 70% de ces émissions diffusent des 52 minutes, des sujets longs, des reportages. Il y a beaucoup de reportages du type le tourisme vert au Costa Rica, les mariages arrangés en Inde, etc. Bon, c'est très sociétal. Bon, on apprend quand même des choses. Et puis, il y a eu une série de sujets, notamment un bon sujet, un bon reportage qui a été fait au Mali, qui n'était pas un reportage embarqué. Donc, c'est une équipe de journalistes qui connaissent bien le terrain. Ils sont allés dans des zones contrôlées par les djihadistes, donc c'est quand même relativement dangereux. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas du tout manichéen. Le reportage explique que, pourquoi il y a cette défiance vis-à-vis des troupes françaises. Il explique qu'en fait, les populations qui se rallient aux djihadistes, ce n'est pas une question de fanatisme, ce n'est pas une question d'innocence. Souvent, il y a des raisons économiques. Il peut y avoir des conflits entre sédentaires et nomades, entre bergers et agriculteurs, enfin des choses comme ça, des raisons économiques. Et il y a notamment le fait que le gouvernement malien a pu ne pas très bien traiter des nomades, des bergers, qui du coup se sont mis sous la protection des djihadistes. Voilà. Donc tout ça, évidemment, quand on présente des choses comme ça, ce n'est pas la même chose que de dire, voilà, il y a des djihadistes qui sont des fondamentalistes, qui sont des fanatiques, et de l'autre côté, il y a la France, pays des Lumières, rempart, etc. Bon, on est bien d'accord que l'État islamique, voilà, ce sont des obscurantistes là-dessus. Mais sur pourquoi ils sont écoutés, pourquoi ils sont soutenus, c'est ça qui est intéressant. Et bien, ce sujet-là, je trouve qu'il donne des billes. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'images spectaculaires, mais il donne à réfléchir. 52 minutes, enquête exclusive, sur M6. Voilà. Donc, voilà. Il y a aussi, alors, je termine aussi sur le Yémen, pardon, remarquable sujet, si vous pouvez le regarder, voilà, je fais de la pub pour M6, qui nous dit, qui lui cru. Donc, un excellent sujet, 52 minutes sur le Yémen, qui montre un peu ce dont je vous ai parlé, et qui est vraiment, met le doigt là où ça fait mal, explique les complicités occidentales. Bon, voilà, donc c'est sur M6. Moi, c'est le meilleur sujet que j'ai vu sur le sujet, et je ne l'ai pas vu sur le service public, parce qu'ils se sont engouffrés. Ça, il y a un vide, ils ont pris ce vide, voilà. Alors, il y a aussi alors, l'exclusion de la politique internationale relève de la fédiversification ou fédiversation, je ne sais pas comment on dit. Comme on dit, il y a de plus en plus de faits divers. Il y a toujours, au journal de France 2, enfin, ou TF1, il y a toujours un volet faits divers. Par contre, c'est vrai que maintenant, on voit aussi des faits divers internationaux avec la mondialisation. Et donc, il dit, donc c'est Frédéric qui dit les faits divers sont des faits qui font diversion. C'est tout à fait vrai. Moi, je cite à ce sujet le sociologue des médias, Dominique Martelly, qui a pas mal écrit là-dessus. C'est lui, il fait partie de ceux qui ont forgé cette expression. Oui, en effet, on est passé d'une logique de faits divers, de place croissante des faits divers, à une fédiversification de l'information. C'est que tout type d'information est traité en mode fait divers. Et d'ailleurs, c'est souvent sur l'international, c'est particulièrement flagrant parce que ce sont les mêmes. Il y a une fusion des services et les effets ne sont pas anodins. Du coup, on a des journalistes qui… Moi, j'ai eu des cas de journalistes… Moi, j'ai interviewé des journalistes un peu désespérés sur le service public. Franchement, c'est poignant parce qu'on se dit, mais quand même, être journaliste pour France 2, France 3, il y a quand même pire dans la vie quand même. Ceux qui veulent faire leur boulot, qui veulent faire du journalisme, ils sont désespérés. Hein. Ils me disent, moi j'ai un journaliste qui me dit, hier j'ai couvert une inondation, voilà, on me demande, voilà, ça va être des inondations, des faits divers, et vous avez raison, un fait divers à l'étranger, un serial killer, ça va intéresser. Un serial killer aux États-Unis, en Italie, c'est un fait divers à l'étranger avec des particularités locales.
Donc voilà, c'est exotique. Donc il y a une fait diversification et effectivement, ça fait diversion. Ça fait spectacle, ça fait diversion et pendant ce temps-là, on ne parle pas des enjeux plus importants. Bon, un exemple un peu pittoresque que je cite, je parlais de l'Italie, sur une invasion de sangliers à Rome. Bon. Il y a une prolifération de sangliers, ça c'est général dans toute l'Europe. C'est pour ça qu'il y a des battues qui sont organisées, des fois il y a des balles perdues malheureusement, voilà, ça c'est une autre histoire, mais à Rome, c'est vrai que moi j'ai vu les images, et donc là, toutes les chaînes qui font des sujets sur les… Voilà, c'est un sujet sympa, un sujet carte postale, effectivement ça fait diversion. Et donc c'est un petit peu la même logique. Et ce qui est terrible, c'est que même des journalistes qui se retrouvent dans ces équipes, ils n'ont même pas le temps de se documenter. Un jour, on va leur dire, on leur dit, mais attendez, vous êtes journaliste, un journaliste doit être polyvalent. Mais attendez, si vous voulez couvrir la Syrie, la complexité de ces enjeux, si on ne veut pas faire du journaliste de bande dessinée avec les bons et les méchants d'un côté, oui, il faut se documenter, il faut lire, il faut aller sur le terrain. En plus, dès qu'il s'agit de couvrir l'international, bon, là quand ce n'est pas un sujet carte postale, c'est tout de suite, ah bon, tu vas rester 2 jours, tu vas me faire 4 sujets. Et sur les 4 sujets, il y aura 3 sujets, un sujet carte postale, un sujet gastronomie, un sujet fait divers et peut-être un sujet géopolitique, mais qui va durer 1 minute 20. Voilà. Donc, et tout ça, il faut qu'ils, enfin, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, ils vont au plus vite. Et donc, en général, le journaliste, il va relayer l'opinion dominante, les clichés, les stéréotypes, et que voilà, Poutine est méchant, la Chine, c'est des méchants, l'Occident, on n'est pas parfait, mais on est quand même, on défend les droits de l'homme, c'est nous qui avons raison, etc. Bon, voilà. Alors, il y a aussi une question. Alors, je ne sais pas si bon, c'est une question ou si c'est une affirmation ou alors. Comment il s'appelle? Attendez, excusez-moi, je crois que c'est Patrick ou PZ, je ne sais pas. Donc, on parle de noyautage des têtes de rédaction par les services d'intelligence françaises pour les positions du Quai d'Orsay. Est-ce qu'il y a des relations particulières entre les chefs de rédaction et les chancelleries? Peut-être, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, quand on est journaliste spécialisé sur l'international, il est normal, peut-être même conseillé, d'avoir des relations professionnelles, des sources au Quai d'Orsay. Ça, c'est normal. Après, noyautage, j'ai envie de dire, ça peut être le cas. Hein. Récemment, il peut y avoir des cas d'espionnage. Récemment, l'Obs a révélé qu'un journaliste du Canard enchaîné, rédacteur en chef, avait été un espion à la solde de la Tchécoslovaquie. Voilà, par sympathie communiste. Bon, voilà, il y en a peut-être eu de l'autre côté aussi. Bon, voilà, entre 57 et 69. Mais j'allais dire, c'est presque anecdotique parce que le Quai d'Orsay n'a pas besoin de noyauter les rédactions. Elles se noyautent toutes seules. Voilà, le conformisme est plus fort que les complots, quoi, ou plus fort que les noyautages. Il n'y a pas besoin. Les journalistes sont légitimistes. C'est tout ce que dit le gouvernement. Après, les critiques qui sont faites au gouvernement, c'est là en ce moment Macron il est sur un pédestal. Hein, je veux dire, voilà, si demain Macron dévisse ou s'il a une casserole judiciaire, toute la presse va lui tomber dessus et va faire allégeance au nouveau prince. C'est ça la réalité. Mais tant que Macron est au pouvoir, et je vais vous dire, moi je ne veux pas personnaliser outre mesure parce que c'est vraiment le gouvernement. Donc il y a un suivisme. Il y a un suivisme. Donc sur les Quais d'Orsay, c'est pareil pour le ministère de l'Intérieur. Il y a quand même, bon, c'est pas mon sujet, mais la parole de la place Beauvau est quand même parole d'évangile. Hein. Et ben c'est pareil pour le Quai d'Orsay. Voilà, donc non, noyautage, il n'y a pas besoin, même si on peut imaginer que si les rédactions ou les chefferies se mettaient vraiment à réfléchir par elles-mêmes, à être plus indépendantes, à avoir plus de contradictoires, bah, peut-être que le gouvernement essaierait de les influencer. Voilà. Bon, après, il ne faut pas oublier aussi, il n'y a pas que le conformisme, il y a aussi le fait qu'il y a une structure capitalistique des médias, c'est-à-dire que les médias sont la propriété de milliardaires. Mais sur l'actualité étrangère, honnêtement, je ne crois pas que Bernard Arnault prenne son téléphone. Allô, les Échos. Bon, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, l'OTAN, il faut étendre l'OTAN vers l'Est. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même, je ne crois pas que Martin Bouygues s'immisce vraiment dans les choses. Enfin, il n'a pas besoin, en fait. Très souvent, il n'a pas besoin. Mais c'est vrai que si un journaliste a une tête qui dépasse, ça sera quand même compliqué. Très vite, il sera ramené à la raison, quoi.
Elle a raison Alors, à rentrer dans le rang. tout à fait. Alors, donc, on nous reste encore 5 minutes. On va faire quelques petites questions encore. On va essayer de… Voilà. Alors, il y a une autre question. Savez-vous ce qui s'est passé au Mali en 2015? C'est Jacqueline, hein, qui pose la question. Un homme Bambara, ce matin, m'a dit que des Français avaient empêché l'armée malienne d'intervenir. Je demande ça car Mélenchon a dit que les Français avaient bien tout fait au Mali. Voilà. Enfin, je pense que… Honnêtement, je ne peux pas répondre. D'accord. Voilà. Moi j'ai vraiment travaillé sur la manière dont les médias traitent. Voilà. Mais sur cette question, je ne sais pas, donc je ne répondrai pas. Alors, il y a comment… Est-ce que alors, il y avait quand même un volet par rapport à comment dépolitiser dans la bonne humeur ou faire rêver, je ne sais pas. Alors, ces fameuses séquences exotiques, est-ce qu'elles ont toujours existé ou est-ce que c'est quelque chose… Et puis, est-ce qu'on peut encore parler de journal télévisé lorsqu'on met, je sais pas, 10 minutes de traitement de séquences, comme vous dites, exotiques ou… Hein, quand on parle de parmesan, des choses comme ça, est-ce que c'est encore… Alors, est-ce que ça a toujours existé? Bon, moi, je n'étais pas né à l'époque de l'ORTF, voilà, aussi, à toute fin, mais oui, probablement qu'il y a toujours eu des séquences décalées, des séquences bonne humeur. Et encore une fois, pourquoi pas? Je ne sais pas, si vous prenez un journal qui dure 40 minutes et que vous faites 2 minutes décalées, même vous terminez par une touche en disant, bon voilà, on a parlé des guerres, mais pas de problème. La question, c'est la proportion. C'est la proportion. C'est-à-dire que là, non, peut-on encore parler Bon, moi, j'ai posé, c'est un peu une question théorique, rhétorique, pardon, quand je dis peut-on encore parler de journal télévisé à ce degré de dépolitisation. Bon, la réponse à la question, non. Non, c'est plus un journal télévisé, ou pas uniquement. C'est du divertissement. Là, à nouveau, on fait diversion. Parce que l'idée, c'est pas d'élever le spectateur, c'est pas de l'éclairer, c'est de le garder pour qu'il puisse regarder la publicité. C'est le temps de cerveau disponible. Donc, on n'est plus dans la même logique. Donc, les sujets marrants, les sujets rigolos, voilà, il faut faire un peu sourire, il faut des trucs décalés. Moi, c'est ce que me disait le directeur d'information de M6, Stéphane Gendin, sur les sangliers. Il me disait, oui, je sais, vous allez me dire, c'est pas un sujet, mais bon, ça fait sourire le téléspectateur. Moi, j'ai vu un de ces sujets, il y a un sujet, on voit un sanglier qui est dans une piscine à Rome. Et on voit le propriétaire de la piscine qui plonge, qui prend le sanglier, bon, c'est quand même une bestiole quand même, voilà, imposante, il le sort de la piscine, et le sanglier revient après. Oui, c'est rigolo, moi ça m'a fait marrer. Bon, mais d'accord, pourquoi pas, même dans un journal sérieux, pourquoi ne pas faire un sujet? Non, mais puis, c'est vrai que c'est une information. Moi, j'avais lu un reportage dans Le Monde il y a longtemps sur Bucarest, pour ceux qui connaissent Bucarest, ce n'est pas une ville que je connais, mais il y avait beaucoup de chiens errants à Bucarest. Bon, voilà, Le Monde avait fait un sujet sur les chiens. On va pas dire, oh là là, blasphème, qu'est-ce que c'est que ce sujet pas noble, ce sujet… Oui, il y a des choses intéressantes. Pour qu'est-ce qu'il y a les chiens errants, les conséquences, etc. Est-ce qu'ils véhiculent des maladies? Le problème, c'est que quand vous avez le parmesan, les sangliers, les tremblements de terre, les faits divers, et que si on parle d'Europe, c'est en 20 secondes. Typiquement, sur l'Europe, quelque chose qui m'a quand même moi surpris, quoi. Quand Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, fait son premier discours d'investiture, aucune grande chaîne ne couvre, ne fait même pas 5 secondes pour dire le discours d'investiture, c'est l'équivalent du discours de politique générale du Premier ministre, et c'est l'équivalent du discours de l'État de l'Union aux États-Unis. Puisque l'Europe, c'est important, quand on n'est pas européiste, c'est qu'on est contre l'Europe, qu'on est pour la guerre, c'est un petit peu le discours dominant. Là, les médias n'en parlent pas. Et moi, Étienne Lénard, le chef du service Faits divers international France 2, France 3, m'a dit, écoutez, il faut quand même reconnaître un discours de Ursula von der Leyen, c'est pas très excitant. C'est lui qui parle, hein. Je l'ai enregistré, c'est pas très excitant. Je ne sais pas ce que ça devrait être un discours excitant, je ne vois pas trop. Et c'est quand même quelqu'un qui a été correspondant à Washington, qui a été correspondant à Londres.
voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien les sujets internationaux. Lui, il n'a pas de problème de formation. Il est chef du service étranger et fait divers, donc il est chef du service étranger de France 2 depuis 2008. Donc, il connaît bien son affaire. Mais il a insisté, c'est l'image qui prime. Et voilà, il ne faut pas faire de sujets trop postérieurs. Il faut que les images soient animées. En gros, il faut pas que le téléspectateur zappe. Donc, si vous regardez les sujets, il n'y a plus de sujets en plateau, il ne faut plus de chroniques d'analyse. Et les analyses, c'est pas bon. Il faut montrer des sujets avec des cartes. Vous voyez, c'est un peu risque. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. On voit les chars qui avancent. Et puis, il y a des fondus enchaînés avec des images. Ça bouge tout le temps. C'est bien fait d'ailleurs. Hein, mais bon, est-ce que ça fait vraiment réfléchir parce que ça va trop vite? Pourquoi pas? Mais on voit qu'il y a vraiment. C'est une espèce de. Il y a une peur. Il y a une peur. Ils ont la peur au ventre. C'est la peur de la courbe d'audience qui baisse tout le temps. Voilà, donc voilà, ça ne prédispose pas à la réflexion, tout ça, quand même, et à l'analyse et au recul. Très bien. Bon, le journal de 20h va bientôt ouvrir, mais bon. Ah oui, je vois, vous êtes tous pressés de. Non, non, pas du tout. Et là, vous allez voir une ouverture sur l'international avec David Garcia. C'était super pour nous, je pense pour beaucoup des amis du diplôme, hein, parce que on va vraiment au fond du sujet. Et alors, il y a encore une dernière question peut-être. Alors, vous allez rater le discours de Macron à 20h. Bon, on va rater le discours de Macron, mais peut-être qu'on aura. Il était court, hein, j'ai écouté. Ah bon, d'accord. C'est assez court. Alors, ouais, effectivement, c'était juste parce que Le Courbe disait effectivement, en conclusion, un petit peu, que compte tenu du temps de cerveau disponible, alors la DCRI, je ne sais pas trop ce que c'est, n'a pas besoin de surveiller ni d'influencer les annonceurs, sont bien plus efficaces et ça peut-être, voilà, effectivement, maintenir les personnes c'est ça, jusqu'à la pub, c'est un des objectifs. Ouais, c'est ça, le temps de cerveau disponible, ouais. C'est exactement ça. D'accord. Eh bien, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre intervention, une autre question. Il y a une dernière question, et puis nous héritons donc, nous héritons en tant que journalistes des dysfonctionnements dont vous parlez, sont tout à fait vrais. Une cellule de la DGSE existe au sein du RFI. Nous intervenons lors de la semaine de la presse qui aura lieu en mars prochain. Quoi dire à des élèves qui se foutent de l'actualité internationale tout en brandissant l'image d'un prof assassiné, effectivement, le 16 octobre 2020. Et la semaine de la presse aussi, il faut le préciser. Leur dire que ça les concerne, puisque c'est la mondialisation, que s'ils ne s'intéressent pas à la mondialisation s'intéressera à eux, et que c'est intéressant d'avoir des clés pour eux, pour leur vie de citoyen, pour leur insertion dans le marché du travail, et que comprendre les enjeux économiques, les enjeux géopolitiques, c'est assez concret en fait. Savoir ce que c'est que la construction européenne, pourquoi, est-ce que c'est démocratique tout ça? Je pense que non, mais voilà, c'est pas abstrait, ça a une incidence. Un exemple, Macron a déjà annoncé qu'il allait augmenter massivement les droits à l'université. Ça concerne les futurs étudiants. Et qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? La France, elle est mal classée avec le classement PISA, le classement de Shanghai. C'est épouvantable. Il faut qu'on ait plus d'argent. Voilà, il faut voilà. Bon, on nous dit jamais, mais c'est quoi ce classement Shanghai? C'est quoi PISA? Comment on calcule tout ça? Est-ce que ça doit être ça la finalité des universités, gagner, grignoter 3-4 places? Donc ça implique de s'intéresser aux universités à l'étranger et puis voilà. L'international, c'est tout ça. L'international, c'est tous les domaines. C'est l'éducation, c'est l'économie, c'est le social aussi. C'est les délocalisations. On parle de relocalisation. À un moment donné, on en a parlé, mais on n'en parle plus parce que là, il n'y a plus que les questions identitaires ou de sécurité. Donc voilà, ça permet de parler d'autres choses que de sécurité, de comprendre le monde tel qu'il est. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, ne manquez pas, donc demain, je crois qu'il est alors, pour ceux qui sont abonnés. Il est chez les abonnés déjà. Ouais. Voilà, et ceux qui l'ont, sinon, demain, allez en kiosque. En kiosque, acheter le Monde diplomatique. Et là, vous aurez certainement l'actualité internationale, les sujets les plus intéressants. Voilà, de la presse française. Et David, merci encore. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, donc, à une prochaine fois. Et puis, j'espère aussi revoir les collègues sur
sur d'autres visioconférences. Et puis peut-être, David, peut-être une fois prochaine à Rennes. Bah, des visus, on l'espère. Hein. Voilà. Ouais, surtout que Rennes-Paris maintenant. Je Une vais pas dire que Rennes fini. est devenue la banlieue de Paris, ça serait désobligeant. C'est Ben, Paris et la banlieue de Rennes. Pour certains, oui. Ouais. Ben, merci encore hein, Merci. pour votre enthousiasme, comme on dit, et puis merci de consacrer du temps aux amis. Avec Eh plaisir. bien, bonne soirée à tout le monde. Et puis, bonne soirée et bon JT. Hein, voilà. Et bon JT, on va voir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, merci bien.